Bienvenue aux nouveaux internautes. Nous poursuivons cette matinée de la semaine régionale de la création reprise d'entreprise 100% digitale avec un atelier sur le thème Bien choisir l'imposition de votre future entreprise, animé par Benoît Paris, expert comptable. À vous Benoît. Merci Nadia, bonjour à tous. Alors effectivement, on va voir aujourd'hui un sujet sur le choix de l'imposition fiscale. Alors pour me présenter rapidement, je suis expert comptable associé au cabinet CAPEC. On est un cabinet régional implanté à Dijon, Quetigny, Auxerre, Châlons et Mâcon. Alors effectivement, dans le cadre d'un projet de création d'entreprise, vous avez un certain nombre de sujets à appréhender. Le business model, la faisabilité économique, financière globale de votre projet, ce sont des sujets que vous avez eu l'occasion de suivre durant toute cette semaine. Et puis arrive également un sujet important, le cadre juridique, vous l'avez travaillé, le cadre fiscal et social du projet. Ces sujets sont extrêmement importants. Alors il faut les voir, pas au début du projet, mais plutôt à la fin, quand vous avez déjà validé les points en amont. Mais c'est extrêmement important de les travailler puisqu'ils vont avoir un enjeu et des conséquences directes sur votre projet. Alors dans certains cas, on aura une contrainte par rapport à d'autres choix que vous aurez fait en amont. Et dans la plupart du cas, vous aurez la possibilité de choisir pour optimiser au maximum la réalisation de votre projet. Alors pour regarder ce sujet-là, on va balayer aujourd'hui 4 grandes thématiques. On va prendre un temps important pour bien regarder le régime fiscal, impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, quelles sont les différences entre les deux, comment faire vos choix, sur quoi vous concentrer. Deuxième point important, ce n'est pas le régime fiscal, mais c'est en lien direct et on ne peut pas travailler les deux de manière séparée, c'est le régime social de votre dirigeant. Vous comprendrez dans la présentation que effectivement, il y a une analyse, les deux sujets se rejoignent parce que la finalité c'est quoi? La finalité c'est que vous, à titre personnel et en tant que chef d'entreprise, vous puissiez optimiser votre situation fiscale et sociale personnelle. Donc pour illustrer tout ça, on mettra des chiffres, parce qu'une fois qu'on aura vu la théorie, le plus simple c'est aussi de faire de la pratique et de regarder les éléments de manière claire et chiffrée. Et puis, même si ce n'est pas le sujet direct de cette optimisation-là, on ne peut pas parler d'imposition sans parler de TVA, puisque là aussi, il y aura des possibilités de choisir. Régime fiscal, IR ou IS. Déjà, il faut savoir qu'une entreprise, effectivement, elle a deux possibilités. C'est soit elle est imposée à l'impôt sur les revenus, on va revenir dessus, soit elle est imposée à l'impôt sur les sociétés. Ce choix, comment il se fait? Deux possibilités. Soit c'est une obligation. On a fait le choix d'une structure juridique qui va nous orienter obligatoirement vers une fiscalité. Soit, dans certaines situations, ça sera un choix du dirigeant pour améliorer cette situation. Pour bien mesurer ça, déjà, il faut déjà remettre en parallèle la structure juridique. Effectivement, le régime fiscal il va dépendre de la forme juridique. Si vous lancez votre activité en tant qu'entrepreneur individuel, vous n'allez pas avoir de choix, vous serez obligatoirement à l'impôt sur les revenus. Le IRL, également, vous serez mécaniquement à l'impôt sur les revenus, même s'il existe une possibilité d'opter à l'impôt sur les sociétés. Je ne développerai pas aujourd'hui le cas du IRL, mais il faut, voilà, ça reste dans les solutions. L'URL également, le régime de droit de l'URL, donc ça veut dire que vous êtes en SRL mais seul associé, c'est l'impôt sur les revenus, avec la possibilité là aussi d'opter à l'impôt sur les sociétés. En SRL, c'est l'inverse. Dès que vous êtes deux associés, le régime de base, c'est l'impôt sur les sociétés. En revanche, vous pouvez opter à l'impôt sur les revenus dans deux cas. Vous créez une SRL de famille, c'est-à-dire que vous vous associez avec des membres de votre famille, ou alors vous êtes dans les 5 premières années de votre activité, et là également, vous avez la faculté d'opter à l'impôt sur les revenus. SASU, SAS, régime de droit CELIS, également intégré depuis quelques années la possibilité d'opter à l'impôt sur les revenus uniquement dans ce cas-là sur les 5 premières années. Et puis enfin deux autres régimes qu'on voit un peu moins, les SCP, sociétés civiles professionnelles, et les sociétés en nom collectif, la SNC, qui sont obligatoirement à l'impôt sur les revenus. Donc voilà, vous voyez déjà dès la base le choix du régime juridique que vous aurez fait. Globalement, on le fait à peu près au même moment qu'on choisit sa fiscalité, mais va peut-être déjà orienter le choix de votre fiscalité. Régime fiscal, impôt sur les revenus, comment on détermine l'impôt sur les revenus? La première étape, c'est la même pour toutes les sociétés. On va déterminer le résultat de l'entreprise, c'est-à-dire le bénéfice ou le déficit. Pour faire simple, je prends le chiffre d'affaires de l'activité, toutes les dépenses liées au fonctionnement de votre activité, et je détermine donc ce bénéfice ou ce déficit. Une fois que j'ai fait cette étape-là, je vais arriver sur la deuxième étape où je vais
ajouter ce revenu professionnel aux autres revenus de votre foyer fiscal. Si votre conjoint a un salaire en tant que salarié, si vous avez un patrimoine immobilier et que vous avez des revenus fonciers, si vous avez des placements en actions qui sont rémunérateurs avec des revenus de capitaux immobiliers, ou encore si votre conjoint est un autre professionnel indépendant, il a d'autres revenus professionnels. Donc on va prendre ce revenu lié à votre activité professionnelle, on va l'englober avec l'intégralité des revenus de votre foyer fiscal et on va déterminer ce qu'on appelle un revenu global. L'étape suivante, c'est de calculer l'impôt sur les revenus. Alors je vous rappelle le principe en France, on calcule un barème progressif de l'impôt. Pour faire très simple, plus vous allez monter en rémunération, plus la tranche d'imposition va augmenter et donc le taux d'imposition pour un euro gagné sera important. Donc on va calculer sur l'intégralité des revenus du foyer votre impôt sur lequel on déduira les réductions, les crédits d'impôt éventuels si vous avez des gardes d'enfants, si vous faites des dons à des associations ou si vous avez un certain nombre de dispositifs de défiscalisation. Le calcul nous permet d'avoir le montant de l'impôt au titre de votre année. Un point qui est important et bien avoir en tête par rapport à ce qu'on va voir après avec l'impôt sur les sociétés, c'est que dans le cas de l'impôt sur les revenus, quelle que soit la somme que vous vous prélevez à titre personnel, cette somme n'est pas déductible de mon résultat fiscal. Autrement dit, si vous avez une activité avec 100 000 € de résultat et qu'à titre personnel, vous n'en prélevez que 30 000 pour vivre parce que ça vous suffit, vous serez fiscalisé sur les 100 000 € de bénéfices. Et on ne tiendra pas compte des revenus que vous avez prélevés dans le calcul de l'impôt et également des cotisations sociales. Donc c'est un élément extrêmement important. L'impôt sur les revenus peut notamment, quand vous êtes dans le cadre d'investissements importants avec un remboursement d'emprunt ou d'autofinancement d'investissement réalisé, l'impôt sur le revenu peut rapidement devenir une difficulté en termes d'optimisation puisque vous limitez votre capacité d'autofinancement par ce biais-là. Je fais un focus rapide sur un sujet qu'on entend beaucoup parler, c'est la micro-entreprise qui concerne beaucoup de créateurs d'entreprises. Premier point, ce sujet ne concerne que les entreprises individuelles. Si vous décidez de lancer votre activité en société, vous ne rentrerez pas dans le régime du micro-entreprise. La micro-entreprise, c'est quoi? Ce sont des entreprises qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 176 200 € quand on est dans une activité de vente de marchandises et un chiffre d'affaires de 76 200 € quand on est dans une activité de prestation de services. On est sur un régime de droit. Donc obligatoirement en tant que créateur d'entreprise, le régime dans lequel vous allez rentrer si vous êtes entrepreneur individuel, c'est le régime de la micro-entreprise. Donc si dans l'analyse de votre projet, vous identifiez qu'il est nécessaire d'aller sur le régime au droit réel, celui qu'on a vu précédemment, il est impératif que vous fassiez l'option dès la création de votre entreprise. Dans le cas où vous décidez de faire votre activité en tant que micro-entreprise, donc vous respectez les seuils et vous considérez, ou en tout cas vous avez analysé que c'est plus favorable pour vous, il y a deux modes d'imposition possibles au niveau de l'impôt sur les revenus. Le premier, c'est selon le barème de l'impôt sur les revenus, et le deuxième, c'est une notion de prélèvement libératoire. Imposition sur le barème des revenus, on est dans la même logique que ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va payer de l'impôt sur l'ensemble des revenus du foyer fiscal et on va intégrer votre activité dans l'ensemble de ces revenus. Par contre, la base de calcul n'est pas la même, elle est beaucoup plus simple que dans le cadre précédent, puisqu'on va prendre votre chiffre d'affaires réalisé et on va appliquer un abattement sur ce chiffre d'affaires de 71% si vous faites une activité de vente, fourniture de logement, de 50% pour tout ce qui est prestation de services et 34% pour les activités et les bénéfices non commerciaux, donc tous les professionnels libéraux. Donc on prend votre chiffre d'affaires, on applique l'abattement en fonction de la catégorie dans laquelle vous êtes et le montant abattu va être intégré aux autres revenus du foyer fiscal pour être soumis au barème de l'impôt sur les revenus qu'on a vu précédemment. En termes déclaratifs, si vous êtes dans cette situation-là, c'est bien le montant du chiffre d'affaires global que vous avez indiqué. L'administration fiscale, elle, fera le calcul de l'abattement directement. Deuxième solution, c'est l'imposition au prélèvement libératoire. Donc, quand vous êtes en micro-entreprise, vous le savez, vous allez payer tous les trimestres au niveau des URSSAF vos cotisations au titre du microsocial, vos cotisations de manière forfaitaire. Il est possible également de payer de manière libératoire l'impôt sur les revenus, là aussi avec un pourcentage qui dépend de l'activité, 1%, 1,7% ou 2,2%. Donc là, l'approche est différente, c'est je paye mon impôt sur le revenu dans le trimestre qui suit la réalisation du chiffre d'affaires.
Il faut être vigilant sur cette approche-là, elle est effectivement intéressante, mais il faut vraiment bien l'analyser puisqu'on a un certain nombre de situations où on se rend compte que finalement vous payez plus d'impôts par cette approche-là que si vous aviez englobé avec les autres revenus du foyer fiscal. Donc vraiment être très prudent quand vous êtes dans cette logique-là. Et puis surtout, ce n'est pas parce que vous ne repayez pas l'impôt après au niveau du barème progressif qu'on ne tient pas compte de ce revenu. C'est-à-dire que le revenu que vous aurez fait au titre de votre activité de micro-entrepreneur rentrera malgré tout dans la détermination de la tranche d'imposition à laquelle va être soumis les autres revenus de votre foyer. Donc être extrêmement prudent, on a souvent des mauvaises surprises là-dessus, donc nécessaire de faire le calcul. Impôt sur les revenus, voilà les grandes lignes de l'approche. Deuxième fiscalité possible, impôt sur les sociétés. Donc là, la démarche de départ, c'est la même. Je prends mon résultat de l'entreprise, chiffre d'affaires moins les dépenses, j'ai un bénéfice, j'ai un déficit. On va calculer sur ce résultat un impôt qui sera payé soit par la société directement et non pas par le dirigeant d'entreprise. C'est là qu'il y a une première distinction avec le régime qu'on a vu précédemment, c'est que dans cette situation-là, ce que vous allez prélever en tant que chef d'entreprise, nous allons l'intégrer comme étant une charge déductible du résultat fiscal. Votre rémunération devient bien déductible de votre activité. Donc dans ce cas-là, il est possible effectivement de ne pas avoir d'impôt à payer sur la société si vous décidez de prélever l'intégralité du résultat ou du cas des bénéfices qui sont générés par l'entreprise. A l'inverse, si vous décidez ce résultat qui reste de le laisser l'entreprise, vous ne paierez pas d'impôt derrière dessus, mais on pourra faire ce qu'on appelle des réserves. Donc l'intérêt de l'impôt sur les sociétés, c'est que vous allez avoir une possibilité d'arbitrer plus facilement votre résultat fiscal et donc l'utilisation des fonds tels que vous voulez le faire. Le taux de l'impôt, c'est quoi? Aujourd'hui, il y en a deux. Alors, il y a ce qu'on appelle le taux de l'impôt pour les petites entreprises, petites et moyennes entreprises, il y a un taux à 15%. En tant que créateur, la plupart des cas, vous serez dedans. Les règles pour bénéficier de ce taux, c'est d'être évidemment associé majoritaire dans votre entreprise, être dans une société qui ne détient que, qui n'est détenue que par des personnes physiques et avoir un niveau d'activité en dessous de certains seuils. Donc la plupart du temps, en création d'entreprise, on rentre dans ces conditions. Dans ce cadre-là, on est jusqu'à 38 120 € de bénéfices. On va payer un taux réduit à 15%. Et pour la tranche qui dépassera 38 120 €, on sera à une fiscalité de 28% pour les entreprises qui sont ouvertes depuis le 1er janvier 2020. On va avoir, pour les entreprises qui commenceront en 2021, une diminution de ce taux à 26,5% et en principe, une diminution à 25%. Je dis en principe puisqu'on n'est jamais à l'abri d'une modification des lois de finances, surtout dans le contexte actuel. Donc si on revient sur l'approche, effectivement, j'ai mon taux d'impôt sur les sociétés, j'ai mon résultat, je fais un résultat de 10 000 €, et je vais payer 15% de ces 10 000 € pour avoir l'impôt que va payer la société. C'est donc la société qui paye directement cet impôt-là. Quand j'ai dit ça, ce n'est pas pour autant qu'on a fait un cadeau au chef d'entreprise. La somme que vous aurez prélevée sur votre activité va bien être fiscalisée à l'impôt sur les revenus. Donc, ça veut dire que dans le cas de l'impôt sur les sociétés, il y a à la fois de l'impôt sur la société et également de l'impôt à titre personnel pour la rémunération que vous prélevez. Et cette imposition-là, cette rémunération, elle est fiscalisée à l'impôt sur les revenus dans la catégorie traitement et salaire, donc comme si vous étiez salarié, et on calcule comme pour un salarié un abattement pour frais professionnels qui est soit de 10% de la rémunération que vous prélevez, soit les frais réels si c'est plus favorable pour vous. Quand on a impôt société, le dirigeant et les associés, ils ont une deuxième possibilité de se rémunérer. Il y a certes la rémunération liée à l'activité que vous réalisez et la deuxième possibilité de se rémunérer en dividende. Donc le dividende, c'est quoi? C'est ce qui reste sur mon résultat. Donc je reprends mon exemple, j'ai 10 000 € de résultat, j'ai payé mon IAS dessus, il me reste donc la différence. Là-dessus, je peux décider, si je n'ai pas besoin de laisser l'argent dans l'entreprise, de me l'affecter en distribution de dividendes. Dans ce cas-là, on est fiscalisé dans ce qu'on appelle la revenu des capitaux mobiliers. On a deux possibilités de fiscaliser ces revenus depuis 2018. Soit on va appliquer un prélèvement forfaitaire de 30%. Donc ce prélèvement, il intègre à la fois l'impôt sur les revenus pour 12,8% et les prélèvements sociaux, la CSG-CRDS, pour 17,2%. Donc là encore, si vous décidez de vous prélever 10 000 € de dividendes, une fois que vous aurez payé l'impôt, il vous restera 7 000 € net dans la poche. La deuxième possibilité, c'est d'appliquer le barème de l'impôt sur le revenu à nouveau. Mais là, il y a une règle un peu particulière, c'est que sur les 10 000 € que vous avez prélevés, on va commencer par les faire un abattement de 40%.
Donc la base de calcul qui va rentrer dans le calcul de votre impôt sur le revenu, ce n'est pas les 10 000 euros, c'est uniquement 6 000 euros. Et sur ces 6 000 euros-là, vous allez payer votre impôt sur le revenu selon le barème progressif qu'on a vu précédemment. À côté de ça, les prélèvements sociaux à 17,2%, on les paye toujours. Là, par contre, on les paye sur l'intégralité des montants prélevés, c'est-à-dire sur les 10 000 euros. Alors, quel est le plus intéressant de ces deux régimes-là, entre prélèvement forfaitaire et puis impôt sur les revenus? Je vais vous faire une réponse de Normand en vous disant que ça va dépendre de votre situation. Dans les simulations qu'on fait, l'approche est relativement simple. C'est si vous êtes sur une activité, sur un niveau d'imposition à titre personnel dans les premières tranches d'imposition, jusqu'à 14% de taux d'imposition, il est généralement plus intéressant de fiscaliser à l'impôt sur les revenus votre dividende. Par contre, dès que vous allez arriver sur une tranche d'imposition à 30%, il devient généralement plus intéressant d'aller chercher le prélèvement forfaitaire unique. Point de vigilance, si vous avez d'autres revenus de capitaux mobiliers, c'est l'intégralité des revenus de votre foyer fiscal des capitaux mobiliers qui seront soumis par cette option-là. C'est-à-dire que si vous avez des dividendes dans votre entreprise et à côté des placements en bourse qui vous ont généré des intérêts, vous ne pourrez pas choisir l'un ou l'autre en fonction de ce qui vous convient le mieux dans chacune des catégories. Ce sera soit le prélèvement forfaitaire unique pour l'intégralité de vos revenus mobiliers, soit le barème de l'impôt sur les revenus pour l'intégralité, là aussi, de vos revenus mobiliers. On est sur une option qu'on fait une fois par an, donc c'est au moment où vous faites votre déclaration d'impôt sur les revenus que vous allez choisir lequel de ces deux régimes est le plus intéressant pour vous. Pour être simple, voilà, j'ai pris un exemple sur le cas donc, de notre dirigeant chef d'entreprise à un taux d'imposition de 30%. Donc, dans le cas du barème de l'impôt sur les revenus, on est sur une tranche marginale d'imposition de 30%, c'est-à-dire que tous les nouveaux revenus qu'il gagne sont fiscalisés à 30%. Donc, dans ce cas-là, s'il prend 10 000 euros, il aura un impôt sur le revenu où on va abattre de 40%, donc on sera à 6 000 euros, sur lequel il va payer 30%, sa tranche d'impôt. Il va payer 30% dessus, donc il aura un impôt à payer de 1 820 euros. Et à côté de ça, il aura des prélèvements sociaux pour 10 000 euros fois 17,2%, donc il aura 1 720 euros à payer. Donc, au total, pour 10 000 euros le prélevé, il aura un coût fiscal de 3 520 euros. Si dans ce cas-là, je l'avais soumis au prélèvement forfaitaire unique, il n'aurait payé que 3 000 euros. Donc vous voyez que la tranche de 30%, c'est le moment où on a la bascule. Donc voilà deux régimes fiscaux différents. Vous avez bien compris qu'il n'y a pas une solution idéale. Impôt sur le revenu, on est sur quelque chose qui est relativement simple. En entreprise individuelle, c'est généralement dans ce cas-là qu'on le retrouve. L'impôt sur le revenu, il peut notamment être intéressant, même en société, d'aller opter pour l'impôt sur les revenus, notamment quand on sait que notre activité elle va générer les premières années du déficit. Ça peut être intéressant puisque ce déficit-là, on a parlé du bénéfice qui vient s'imputer, qui vient s'ajouter aux autres revenus, mais si vous faites du déficit, vous avez également la possibilité de déduire ce déficit des autres revenus de votre foyer fiscal. Donc effectivement, sur les premières années, il y a éventuellement à réfléchir, si je sais que de manière structurelle, mon activité doit générer du déficit parce qu'il y a un temps de lancement, un temps d'investissement important au départ, ça peut être à analyser. L'impôt sur les sociétés, quel est son avantage? C'est qu'on a deux leviers fiscaux. C'est-à-dire que vous, à titre personnel, vous allez pouvoir juger le niveau de votre rémunération et votre politique de rémunération via le dividende en jouant à la fois sur la fiscalité de l'impôt sur les sociétés. Je monte ou pas jusqu'à 28% de tranche et éventuellement j'augmente ma rémunération parce que c'est plus intéressant de payer de l'impôt sur les sociétés à 15% si mon revenu fiscal me met dans des tranches plus basses. Ou à l'inverse, ça me permet d'avoir une stratégie de distribution de dividendes. Donc on est sur deux leviers fiscaux, alors que l'impôt sur les revenus, je n'ai pas le choix, je suis dans une seule case. Je vous disais en introduction que c'est important de regarder le régime fiscal au regard également du régime social. Petit rappel, en France, il y a deux régimes principaux. Le régime général de la sécurité sociale, on parle du régime des salariés, et le régime des travailleurs indépendants, ce qu'on appelle également le régime des TNS ou des non-salariés. Ça, c'est les deux grands régimes. Et puis un principe que je rappelle, c'est que l'affiliation dans tous les cas à un régime social est obligatoire. On entend souvent dire que ce n'est pas une obligation, qu'il y a des dispositifs européens qui permettent de s'affranchir, notamment de la caisse des indépendants. C'est faux. En France, aujourd'hui, la directive, c'est obligé, d'ailleurs qu'on est chef d'entreprise, d'être dans l'un des deux régimes. Le régime général de la sécurité sociale, il concerne qui? Il concerne tous les gérants minoritaires ou égalitaires de SARL. Il va concerner les présidents de SAS ou de sociétés anonymes. Et il va également concerner les gérants non associés de SARL, de URL, de SNC ou de SCP s'ils ne font pas partie d'un collège de gérants. C'est-à-dire que vous êtes dirigeant d'une entreprise, vous décidez de ne pas la gérer mais de la confier à un gérant donné, lui sera salarié.
Et vous n'aurez que la casquette d'associé. Par contre, si vous êtes gérant associé et qu'à côté, il est gérant non associé, on raisonnera dans une logique de cogérance. Et dans ce cas-là, il ne sera pas dans ce régime-là. Le régime de la sécurité sociale, il est géré par les URSSAF, les caisses de vieillesse et les caisses de prévoyance, chaque caisse appelant en fonction de sa nature les cotisations qui sont dues. Donc on est dans le même régime qu'un salarié lambda au niveau de ce qu'on doit payer en termes de cotisations sociales. En revanche, on est dans ce qu'on appelle un régime assimilé salarié, mais en aucun cas vous êtes un salarié classique, c'est-à-dire que vous n'êtes pas soumis et vous n'êtes pas rattaché au code du travail. Et notamment, un élément important sur les dirigeants, ce n'est pas parce que vous payez des cotisations comme un salarié classique que vous êtes en droit d'avoir le Pôle emploi, puisque dans ce que je viens d'indiquer, effectivement, le Pôle emploi, vous n'avez pas le droit en tant que chef d'entreprise. Le régime des travailleurs indépendants, qui est concerné obligatoirement l'entrepreneur individuel, le gérant associé unique de URL également, il rentre dedans, le gérant majoritaire de SARL et les associés, qui soient gérants ou non en SNC ou en SCP. Ce régime est géré depuis maintenant 2 ans par la Sécurité sociale des indépendants, anciennement le RSI. Quelles sont les bases de cotisation au niveau de ce régime? Elles diffèrent également. On a 2 régimes. Donc sur le régime général, on est comme un salarié, on prend le salaire brut, y compris les primes, les avantages en nature que vous avez. On va calculer d'un côté des cotisations salariales, donc généralement on est autour de 22%, et en plus de ça, on va payer des cotisations patronales. Le régime des indépendants, 2 situations. Vous êtes soumis à l'impôt sur les revenus, donc je reviens à la partie précédente, vous allez payer vos cotisations sociales sur la base du bénéfice. Donc là encore, on ne tient pas compte de ce que vous prélevez, vous payez par rapport à votre bénéfice. Vous êtes mandataire social dans une société soumise à l'impôt sur les sociétés, là on regardera la rémunération que vous avez prélevée, plus une part des dividendes dans certains cas de figure. Je prends un instant sur ce point-là, c'est important. Si vous vous installez en SARL et que vous décidez d'avoir une stratégie de dividendes exclusivement, c'est un mauvais choix. Puisque les dividendes, l'administration fiscale a considéré qu'il y avait un certain nombre de chefs d'entreprise qui essayaient de contourner le cadre finalement de cotisation sociale en disant je ne prends pas de rémunération, je me prends tout en dividendes, ok je paierai l'impôt, mais par contre je ne paierai plus de cotisation sociale. Là-dessus, l'administration a donc retravaillé le sujet en disant non, à un moment donné, si votre stratégie c'est de prendre que du dividende, c'est qu'au milieu de tout ça, en tant que chef d'entreprise, il y a quand même du dividende qui n'est pas là pour rémunérer votre apport en capital et votre prise de risque en tant qu'associé, mais il y a bien quelque chose là-dedans qui rémunère votre activité professionnelle. Donc ils ont décidé, et la loi est ainsi faite, de dire que tout dividende qui dépasse 10% du capital social de votre entreprise ainsi que les comptes courants, c'est-à-dire les sommes que vous laissez dans l'entreprise, toutes les sommes qui dépassent cette somme-là sont soumises à cotisation sociale. Donc quand vous êtes en SARL, vous avez rapidement, notamment si vous créez une société avec peu de capital social, finalement votre dividende très rapidement, il rentre dans la même catégorie sociale que votre rémunération classique. Pour les SAS, ce régime-là pour l'instant n'existe pas. Donc aujourd'hui en SAS, si vous prenez du dividende, vous ne payerez pas de cotisation sociale dessus. Donc différence aussi importante, on verra tout à l'heure dans les calculs l'impact que cela peut avoir. Les taux de cotisation, régime général, on dit généralement que pour 1 000 € prélevés, on a un coût pour la société de 2 000 €. C'est à peu près ça, on est entre 80 et 90% du salaire brut, chargé entre charges patronales et salariales. Donc il y a bien ce repère en tête. Et généralement, quand vous voulez vous prélever 1 000 €, il est bien en tête que pour avoir, si vous voulez vous prélever 1 000 € net, il faut recalculer le brut, et donc il faut rajouter 20-25% du brut en part salariale. Les indépendants, on est à un taux de cotisation moyen de 40%. Donc si je décide de prélever 1 000 €, ça va coûter à la société simplement à peu près 400 €. Donc on voit qu'il y a une différence, on le verra tout à l'heure dans les chiffres, mais en fonction du régime, le coût d'un indépendant est beaucoup plus faible en termes de rémunération que le coût d'un dirigeant assimilé salarié. Il y a quand même une particularité sur les indépendants, c'est que si vous ne prenez pas de rémunération, ou si vous avez fait un déficit, vous êtes à l'impôt sur le revenu, vous faites du déficit fiscal, donc vous avez un résultat inférieur à 0, dans tous les cas, la Sécurité sociale des indépendants vous appellera une cotisation minimum qui est environ 2 000 € par an et qui est revalorisée chaque année. Elle a un avantage quand même, c'est qu'elle permet de valider 3 trimestres de retraite. Alors que dans le régime des salariés, si vous ne prenez pas de rémunération, certes vous ne payez pas de cotisation sociale, mais vous ne validez pas vos trimestres de retraite. On a une différence effectivement de coût qui est important. En termes de couverture sociale,
On va dire les choses simplement, on paye moins cher chez les indépendants, on a globalement une couverture sociale qui est moins bonne. Donc là encore, ayez bien en tête cet élément-là. Certes, on paye plus cher chez un assimilé salarié, mais on est mieux couvert que si vous allez en tant qu'indépendant. Donc quand on est un indépendant, ce qui est impératif, c'est d'aller chercher une protection facultative auprès de ce qu'on appelle des contrats Madelin pour sécuriser notamment tout ce qui est prévoyance ou stratégie retraite à la sortie. Je ne m'étends pas dessus, mais en tout cas, c'est des sujets à ne pas rater. Alors, pour mettre tout ça un peu de manière plus claire, j'ai fait une hypothèse, voilà, j'ai fait un cas pratique pour qu'on ait quelques chiffres. L'hypothèse que je prends au départ, c'est que j'ai un dirigeant d'entreprise qui est marié, qui a 2 enfants à charge. Il réalise un résultat provisoire de l'entreprise de 80 000 € avant déduction de sa rémunération, avant déduction de toutes les cotisations sociales et éventuellement l'impôt sur les sociétés. Donc 80 000 €, c'est vraiment mon chiffre d'affaires, moins toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement de l'activité. Et par simplification, j'ai considéré qu'il n'y avait pas d'autres revenus dans le foyer fiscal. Le dirigeant est le seul à apporter une rémunération. Je vais comparer 3 situations. La première situation, entrepreneur individuel. Deuxième situation, la SRL gérance majoritaire soumise à l'impôt sur les sociétés. Et le troisième cas, la société par action simplifiée. Donc j'ai mon résultat de 80 000 €, je pars sur le principe que dans les trois cas, mon dirigeant il a besoin pour vivre de 30 000 € par an. Donc on a un revenu prélevé de 30 000 € pour chacun de mes 3 dirigeants. Dans le cas de mon entreprise individuelle, on voit qu'il va devoir payer de l'impôt sur les revenus. Pourquoi il paye de l'impôt sur les revenus? Parce que j'ai mes 80 000 € de résultats, sur lesquels je vais avoir le droit de déduire certes les cotisations sociales. Dans le calcul, on peut déduire les cotisations sociales qui sont payées au titre de cette activité-là, mais par contre, on ne déduit pas ma rémunération. Donc quand on fait le calcul sur cette base-là, on arrive à un impôt sur les revenus de 3 700 €. Il paye des cotisations sociales toujours par rapport à cette base de rémunération initiale de 80 000 €, il paye environ 24 000 € de cotisations sociales. Donc il a un coût fiscal pour 30 000 € de prélevé, il aura un coût fiscal de 27 700 € dans le cas de sa société. C'est-à-dire que lui, qu'est-ce qui lui reste en poche? Les 30 000 € de départ, moins l'impôt sur les revenus qu'il doit payer, il lui reste 26 300 € à la sortie, et il reste dans l'entreprise 26 000 €. Donc là, on voit bien qu'on est dans une approche où on paye des cotisations sociales, quand bien même on n'a pas prélevé en face les résultats correspondants. Deuxième situation, la SRL, gérance majoritaire à l'impôt sur les sociétés. Même hypothèse, j'ai 30 000 € de rémunération. Cette fois-ci, avec les hypothèses retenues, je ne paye pas d'impôt sur les revenus. Pourquoi je ne paye pas d'impôt sur les revenus? Puisque mon calcul, je ne fais pas sur la base des 80 000, mais je le fais sur la base des 30 000. Donc dans cette hypothèse, pas d'impôt sur le revenu à payer. Les cotisations sociales, elles ne sont pas calculées, encore une fois, sur le résultat, elles sont calculées sur ce que je prélève. Donc elles sont beaucoup moins importantes, puisque ma base de calcul, c'est 30 000 €. Donc j'ai 13 500 € dans la simulation d'impôt sur les revenus. Derrière, je vais payer de l'impôt sur les sociétés au niveau de la société. Comme on détermine la base, 80 000 € de départ, moins les 30 000 € cette fois-ci que je peux déduire de rémunération du dirigeant, moins mes 13 500 € de cotisation, ça me donne ma base et ça me donne 5 500 € d'impôt sur les sociétés. Donc dans cette deuxième situation, quand je cumule le coût des cotisations sociales et de l'impôt sur les sociétés, le coût de cette stratégie-là, on a un coût de 19 000 €. Donc on voit déjà par rapport à l'entreprise individuelle une différence importante en termes de stratégie. Le revenu disponible de mon dirigeant, c'est 30 000 €. Effectivement, j'ai prélevé 30 000, je n'ai pas d'impôt sur les revenus, donc il lui reste bien les 30 000 à la sortie. Et dans l'entreprise, évidemment, il me reste 31 000, il me reste plus que dans le cas de l'entreprise individuelle, pour la bonne raison, effectivement, que j'ai eu un coût de fiscalité beaucoup moins important. Troisième situation, je suis dirigeant, cette fois-ci assimilé salarié, de ma SAS. Toujours le même objectif de 30 000 €, toujours pas d'impôt sur les revenus pour les mêmes raisons que celles qu'on a vues précédemment. Par contre, on voit que sur la cotisation sociale, ça n'a plus rien à voir. Pourquoi? Pour mes 30 000 €, il faut que je remonte déjà mon salaire brut. Donc j'ai 22% de part salariale à remettre dessus. Et une fois que j'aurai cette base brute, je vais payer 41% de part patronale. Donc on a un coût de 24 000 €. C'est vrai que je vous dis, on est quasiment au même montant que le net qu'on se prélève.
Impôt sur les sociétés, 80 000 euros, moins mes 30, moins mes 24 que je peux déduire. Ma base de calcul, on paye effectivement, on fait une économie d'impôt sur les sociétés dans ce dernier cas, mais on voit le surcoût de cotisation sociale en face. Il y a une réflexion à avoir par rapport à ça. Et donc dans cette hypothèse-là, on a un coût social global de 28 000 euros pour la structure de manière globale. Mon objectif de 30 000 euros de revenu net, il est atteint. En revanche, dans l'entreprise, forcément, j'ai beaucoup moins de trésorerie de disponible. Alors, on voit déjà sur ces trois situations, effectivement, qu'il y a des disparités, alors qu'au départ, ma stratégie est la même, et je veux la même rémunération, mais en fonction de l'arbitrage fiscal et du choix de régime social auquel vous allez vous rattacher, votre rémunération et ce qui va vous venir dans les poches, et surtout ce qui va rester dans votre entreprise, ne va être absolument pas la même chose en fonction du choix. Cette approche, elle est un peu simplifiée, et c'est important de se dire, maintenant, qu'est-ce qui se passe si je pousse la réflexion jusqu'au bout, notamment en disant je vais me prélever tout ce que je peux le prélever. C'est le deuxième cas, le tableau est plus lourd, on commence à compliquer un peu la situation. Je vais essayer de reprendre également ligne par ligne. Entreprise individuelle, je repars sur mes 30 000 euros de prélevé et je décide de prélever les 26 000 euros qu'on a vus précédemment. Donc je prélève 26 000 euros en plus. Au niveau de l'impôt sur les revenus, aucun changement, puisque c'est ce que je vous ai expliqué avant, on a payé sur la base de mon résultat. Donc même si je prélève plus, je ne paye pas plus cher de cotisation sociale ou d'impôt sur les revenus. Mes cotisations sociales, 24 000 euros, elles ne changent pas. Donc mon coût social est exactement le même que dans l'hypothèse précédente. Et donc évidemment, ce qui me revient dans la poche, c'est mes 30 000 plus mes 26 000 moins mes 3 700 d'impôts. Il me reste 52 300 euros en poche. SRL gérance majoritaire à l'IS, là on a deux situations. Soit on est au prélèvement forfaitaire unique, soit on est au barème progressif. Je reviens sur cette notion de capital social qui est importante par rapport aux dividendes. Tout dividende supérieur à 10% du capital social est soumis à cotisation sociale. Donc dans la simulation, on a retenu un capital social de 7 600 euros. Donc tout dividende au-dessus de 760 euros, on sera soumis à cotisation sociale. Donc, première hypothèse, prélèvement forfaitaire unique. Donc j'ai mes 30 000 euros, je décide de prélever 23 000 euros. Si vous êtes attentif, vous avez vu que ce n'est pas la même somme que ce qui me restait dans la vignette précédente où j'étais à 31 000 euros. Pourquoi je prélève moins? Puisque je vais avoir un coût de cotisation sociale à payer dessus que je pourrais déduire de l'activité. Donc c'est pour ça, on le voit, j'ai des cotisations sociales de 23 000 euros, alors que dans le cas précédent, j'étais à 19 000 euros. Donc c'est réellement ce que je pourrais me prélever en intégrant le coût social supplémentaire que va devoir subir la structure. Première hypothèse PFU, je décide d'aller dans ce régime-là. J'ai décidé de prélever mes 23 000 euros. J'aurai un coût de PFU de 3 000 euros. Pourquoi? Puisque j'ai mes calculé sur les 12,8% d'impôt sur le revenu, puisque le reste, globalement, va être soumis aux cotisations sociales. Et j'ai donc un surcoût de cotisation sociale de 23 000 euros. Petite économie par rapport à la première hypothèse, au niveau de l'impôt sur les sociétés, on gagne 1 500 euros. Au final, mon coût social dans cette opération-là, elle est de 30 000 euros. Donc mes 30 000 euros, c'est mes cotisations sociales, plus mon prélèvement forfaitaire, plus l'impôt sur les sociétés. Et j'ai un revenu disponible qui reste de 50 000 euros, c'est-à-dire les 30 000 euros que j'ai prélevés au départ, les 23 000 euros de dividendes supplémentaires, auxquels je déduis 3 000 euros de prélèvement forfaitaire unique. Donc on voit que déjà, alors que dans la situation précédente, il était beaucoup plus favorable d'être en entreprise individuelle, tout de suite, la conclusion n'est absolument pas la même dans cette deuxième hypothèse. Si je prends le barème progressif, le raisonnement est le même, si ce n'est que je ne suis pas au prélèvement forfaitaire, je passe à l'impôt sur les revenus, et là, dans le calcul, on voit que sur cette approche-là, in fine, on arrive avec un coût social de 27 500 et un revenu disponible de 52 500. Donc dans le cas de ce dirigeant-là, typiquement, il ne doit pas opter pour le prélèvement forfaitaire unique, il doit garder le barème progressif. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'autre revenu dans le foyer fiscal, donc il est sur les premières tranches d'imposition. SAS, même approche, j'ai un dividende de 22 000 euros, donc cette fois-ci c'est le même que le cas précédent. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, sur le dividende, je ne paye pas de cotisation sociale. Mon prélèvement forfaitaire, 6 600 euros, là c'est simple, c'est 30% de 22 000 euros. J'ai un impôt sur les sociétés qui n'a pas été impacté par rapport à la situation précédente. À la sortie, il me reste donc 45 400 euros. Donc c'est toujours moins intéressant que les deux cas précédents, mais on a quand même rattrapé une partie du gap. Et au niveau du barème progressif, là aussi c'est plus intéressant que le régime précédent, pour la même raison, c'est que le prélèvement forfaitaire n'est pas optimal.
La conclusion qu'on doit retenir de ces chiffres-là, c'est quoi? C'est que globalement, c'est important d'avoir une analyse et qu'en fonction des choix que vous allez faire, vous allez avoir une stratégie de rémunération vraiment à mettre en place en face. Ce qu'on voit globalement, c'est qu'il y a un alignement de l'ensemble de ces situations-là. Les régimes fiscaux font que de plus en plus, la différence est de moins en moins importante dans un régime ou dans un autre. Malgré tout, l'entreprise individuelle, au final, n'a pas un surcoût si important que ça. Mais par contre, comprenez bien que si je suis sur cette vignette-là, si vous êtes dans une entreprise où vous êtes endetté, vous avez payé, donc vous avez un emprunt à rembourser, ou vous avez le projet d'investir, dans cette approche-là, vous allez être rapidement limité au niveau de l'entreprise individuelle, puisque autant en SRL ou en SAS, surtout en SRL, dans cette hypothèse-là, en SRL, il me reste 31 000 euros. Donc je peux autofinancer 31 000 euros sur du réinvestissement dans mon activité. J'ai perdu 5 000 euros par rapport au cas de l'entreprise individuelle. Donc le choix également, il doit être fait non pas simplement par rapport à un choix fiscal, mais aussi par rapport à l'ensemble de votre projet, aux investissements et à l'endettement que vous pouvez avoir. On a fait le tour au niveau de l'imposition IR-IS. On va voir une dernière partie qui est liée à la TVA. La TVA, c'est quoi? C'est un impôt indirect qui est calculé sur qui est payé au titre de la consommation. Donc, bien comprendre qu'au final, c'est le particulier qui est redevable de cette taxe. Ce n'est pas vous, chef d'entreprise. Vous, chef d'entreprise, vous n'êtes qu'un intermédiaire. Vous êtes là pour collecter l'impôt pour le compte de l'État. Donc toutes les entreprises, il faut bien avoir en tête que toutes les entreprises, quel que soit le secteur d'activité, sont concernées par la TVA. Après, il y a un certain nombre d'activités qui vont être exonérées de TVA, de nature, notamment un exemple parmi tant d'autres, les professions de santé. Le législateur a considéré qu'un professionnel de santé n'est pas soumis à TVA parce que son activité n'est pas soumise à TVA. Et puis une deuxième situation qui peut faire que malgré tout vous ne payez pas de TVA, c'est le cas de la franchise de TVA. C'est-à-dire que vous avez un niveau d'activité, on va revenir dessus juste après, mais un niveau d'activité relativement faible qui vous permet de ne pas être soumis à TVA. Comment on calcule la TVA? Première chose, il faut savoir que la TVA, il y a différents taux de TVA. Ce taux, il va dépendre de l'activité que vous proposez. Le taux le plus courant, le plus habituel sur les activités, c'est un taux normal à 20%. On va le retrouver dans la majorité des activités de vente de biens ou des prestations de services. Après, il y a un deuxième taux qui est le taux réduit, 10%. La liste, elle est exhaustive, je ne l'ai pas indiqué en totalité ici, mais les principales activités, c'est quoi? C'est la restauration qui va être concernée, c'est le bois de chauffage, c'est les transports de voyageurs, et également certains travaux de rénovation qui sont possibles. Là également, bien se rapprocher, si vous partez sur des activités, de vos conseils pour regarder dans quelle catégorie vous êtes, pour être sûr de bien facturer vos clients. Le taux réduit à 5%, principalement les produits alimentaires, on est surtout sur des biens de première nécessité dans le taux réduit à 5%. Produits alimentaires, livres, certains travaux d'amélioration du logement. Et puis un dernier taux à 2,10, c'est les médicaments remboursables, c'est la presse principalement. C'est pas 5% d'ailleurs, c'est 5,5%, excusez-moi, pour l'erreur de frappe. Comment on calcule la TVA? Alors, il y a deux niveaux. La première, c'est que vous, en tant que chef d'entreprise, quand vous allez faire une facture de prestation, vous allez devoir calculer de la TVA dessus. C'est ce qu'on appelle la TVA collectée. Donc, si vous faites une prestation à 10 000 euros, une prestation traditionnelle, vous allez devoir calculer dessus 2 000 euros de TVA et vous allez facturer votre client 12 000 euros TTC. Donc, c'est important aussi dans votre analyse économique de bien appréhender l'impact de la TVA. Entre professionnels, ça n'a pas une grande conséquence, puisqu'en principe, le professionnel en face de vous va pouvoir récupérer la TVA. Par contre, si vous avez une activité à destination des particuliers, évidemment, la TVA elle a un impact direct sur le ressenti de votre clientèle finale, et donc vous, un impact direct dans la marge, si vous appréhendez mal ce sujet-là. Mais par contre, bien garder en tête qu'en aucun cas, la TVA que vous collectez est un produit pour l'entreprise, c'est juste une somme que vous encaissez un instant pour la restituer, la rembourser, la redonner derrière à l'administration fiscale. Vous êtes collecteur d'impôts à ce niveau-là. En tant que chef d'entreprise, puisque vous avez l'obligation de collecter la TVA, vous allez avoir le droit également en face de déduire la TVA que vous allez devoir payer sur vos prestations ou les biens que vous achetez. Encore une fois, la personne qui est taxée au final par la TVA, ce n'est pas vous, c'est le particulier. Donc, tout ce qui se passe en intermédiaire n'ont pas à supporter la TVA. Donc, quand vous payez une facture de 12 000 euros TTC, s'il y a 2 000 euros dessus, vous allez déduire 2 000 euros de TVA de votre activité.
Donc, en définitive, qu'est-ce que vous avez à payer tous les mois ou tous les trimestres? Vous devez payer la différence entre ce que vous avez collecté en TVA, donc ce que vous avez facturé en TVA à vos clients, moins la TVA que vous avez, vous, dû supporter auprès des prestations ou des achats que vous avez réalisés. Et c'est cette différence-là que vous aurez à sortir et à verser à l'administration fiscale. On en a parlé rapidement au début, donc je reviens dessus. La franchise de TVA, effectivement, vous pouvez en bénéficier si vous ne dépassez pas certains seuils de chiffre d'affaires. Les seuils de chiffre d'affaires, ce n'est d'ailleurs pas les mêmes, soyez attentifs. C'est-à-dire que si vous lancez votre activité, on les a vus tout à l'heure, en tant que micro-entrepreneur, le seuil de la micro-entreprise pour les achats-reventes, c'est 176 000 euros. Là, on le voit, le seuil, c'est 85 800 euros. Donc, vous pouvez vous retrouver soumis à un régime fiscal de micro-entreprise par rapport à votre impôt sur les revenus, mais devoir être soumis à la TVA parce que vous avez dépassé ce seuil-là. Donc soyez attentifs là-dessus, puisque d'un côté, vous avez très peu d'obligations déclaratives et très peu d'obligations comptables. Par contre, si vous avez la TVA, vous avez l'obligation d'avoir un suivi de votre comptabilité pour justifier les montants que vous déclarez. On est sur un régime qui est un peu dangereux en termes de suivi purement administratif, donc soyez vigilants là-dessus. Ayez bien en tête aussi que dès que vous créez votre entreprise, vous êtes de droit placé dans ce régime-là. Évidemment, on considère que vous n'avez pas fait de chiffre d'affaires, donc obligatoirement, vous êtes soumis à un régime franchise de TVA. Donc si vous souhaitez bénéficier du régime de la TVA, vous devez obligatoirement y opter. Quel est l'intérêt pour vous d'opter à la TVA? Notamment si vous avez des investissements, si vous avez des dépenses importantes, ça serait dommage sur ces investissements de départ de ne pas pouvoir déduire la TVA. Donc là encore, dans l'analyse de votre modèle économique, il y aura bien à regarder le régime qui vous est le plus favorable. En conclusion, et puis avant de répondre à vos questions, bien comprendre finalement que le choix de votre imposition, vous devez tenir compte de plusieurs éléments, plusieurs facteurs. Évidemment, le premier, c'est quelles sont les contraintes qui sont liées à votre projet. Si vous avez des associés, très certainement vous allez être à l'impôt sur les sociétés puisque vous serez en société et ça risque très certainement d'être le régime le plus favorable. Si vous devez faire un investissement de départ qui est important, là aussi, il y a à regarder, notamment par rapport à TVA, est-ce qu'on doit aller chercher le régime de TVA, ou par rapport à votre fiscalité, regardez quel est le régime qui est le plus favorable. Et puis regardez aussi votre situation personnelle. Quels sont les autres revenus du foyer? Et donc, comment on peut arbitrer entre ces différents types de fiscalité la situation la plus favorable? Quel régime social vous voulez aller chercher? Si vous devez être contraint d'aller chercher un régime assimilé salarié, c'est que très certainement vous allez être en SAS. Donc on va très probablement partir sur une structure à l'impôt sur les sociétés. Puis dernier point, quelle est votre stratégie de rémunération? Là aussi, vous êtes en début d'activité, il n'y a peut-être pas la même stratégie de rémunération puisque vous devez valider aussi des trimestres de retraite par rapport à votre retraite future. Si vous êtes en fin d'activité, peut-être que le régime, ça sera d'aller chercher un maximum de dividendes puisque globalement, vous aurez déjà à peu près fait votre couverture en amont. Donc la stratégie de rémunération, le choix de la couverture sociale est extrêmement important et ce seront tout ça des facteurs qui vont influencer le choix final de votre imposition. Merci Benoît. Nous avons eu pas mal de questions sur le chat, donc nous avons pu répondre déjà à certaines, notamment concernant la micro-entreprise. Mais une question est revenue plusieurs fois concernant notamment l'impôt sur le revenu au sujet de la prise en compte de la situation personnelle. Donc on avait une personne qui était en concubinage, une autre pacsée, qui voulait savoir comment étaient pris en compte les revenus indépendants. Alors, quand on est en concubinage, chacun chez soi. Un concubinage rapide sans aucun contrat, chacun chez soi. Donc les revenus de votre conjoint ne nous concernent pas et vous allez être fiscalisé uniquement sur vos revenus de votre propre foyer fiscal. En PACS, on est à l'inverse sur la même déclaration d'impôt, donc les revenus de votre conjoint pacsé ou de votre conjoint marié, du coup, rentreront dans le même calcul. Donc effectivement, le concubinage, fiscalement, pour moi, un concubin n'existe pas. Quelqu'un de pacsé, il existe. Alors sinon, une autre question qui est en lien avec ce que vous venez de présenter sur la TVA. Peut-on être en micro-entreprise et demander à être assujetti à la TVA? Alors effectivement, on peut être en micro-entreprise et être assujetti à la TVA. On peut très bien opter, même si on est en dessous des seuils de franchise, on peut très bien demander à opter à la TVA.
Après, encore une fois, il faut regarder quel est l'intérêt de le faire, puisqu'on se crée, et surtout la vraie question devient de se dire, est-ce que réellement le régime de la micro-entreprise, au niveau du régime fiscal, est le régime le plus intéressant? Mais sur le papier, oui, on peut. On avait également une question, quand vous avez évoqué la protection sociale, une personne se demandait si elle choisissait le régime assimilé salarié au départ, comment est-ce que cela se passait pour changer de statut et passer éventuellement au statut TNS? Alors, on va au-delà du coup de la problématique simplement d'imposition, on est sur une problématique de l'évolution du statut juridique. Il faut bien avoir en tête qu'à aucun moment, ce que vous décidez à un instant T est gravé dans le marbre. Le choix de votre statut juridique, il peut évoluer à tout moment dans la vie de votre entreprise. Donc effectivement, si vous êtes dans un statut assimilé salarié, soit la forme juridique peut nous permettre d'évoluer sur un statut TNS. Par exemple, pour être dans ce cas-là, vous êtes gérant minoritaire d'une SARL, donc vous êtes assimilé salarié, vous voulez passer dans un régime TNS. C'est possible, par contre ça suppose juste de rentrer dans les conditions pour y aller. Donc globalement les conditions, c'est soit avoir un co-gérant qui est associé pour former un collège majoritaire d'associés, soit vous montez au capital de la société pour détenir à vous seul la gérance. Donc ça veut dire qu'il y a une évolution du cadre juridique pour permettre ce changement-là. Et si je suis en SAS assimilé salarié, en principe on ne peut pas retourner TNS, donc ça supposera de transformer la SAS en SARL par exemple pour revenir sur une structure juridique qui permette de passer TNS. Donc voilà, la réponse est c'est possible dans la vie d'une entreprise de faire évoluer son statut, mais ça suppose une évolution du périmètre juridique de manière globale. On avait également une question au niveau justement de ce statut TNS. Vous avez évoqué rapidement tout à l'heure le fait que c'était un peu moins qualitatif que le régime assimilé salarié et la possibilité de mettre en place des contrats Madelin. Est-ce que vous pourriez parler rapidement du principe pour qu'on sache quel est l'intérêt ? Alors, effectivement, je suis passé un peu rapidement là-dessus. On a globalement un coût de cotisation sociale en TNS qui est 30% moins important que quand on est assimilé salarié. Mais effectivement, on a une couverture sociale qui est un peu moins bonne. Si on parle rapidement de la couverture sociale, en termes de remboursement des frais de santé, on est sur le même régime qu'un assimilé salarié. En revanche, là où on va commencer vraiment à avoir quelque chose de moins intéressant, c'est notamment en termes de prévoyance. Si demain vous êtes malade et impossible de réaliser l'activité, l'indemnité journalière qui est versée par le régime des indépendants est beaucoup moins intéressante que si vous êtes rattaché à l'assurance maladie traditionnelle. De même, si vous êtes une femme et que vous avez une maternité, il ne vaut mieux pas être indépendant, c'est assez mal couvert. Donc l'approche, c'est de dire, je le sais, je paye moins cher, mais j'ai des droits qui sont un peu moins bons. Donc je vais aller chercher ce qu'on appelle un régime facultatif, c'est des contrats Madelin. Ces contrats-là, c'est que ça va vous permettre de faire votre protection sociale, j'ai envie de dire, à la carte. C'est-à-dire qu'en fonction de votre situation personnelle, vous allez payer auprès d'un assureur des cotisations facultatives qui vont vous permettre d'aller compléter l'indemnité prévue par le régime des indépendants en ayant des indemnités journalières plus intéressantes, en ayant éventuellement une stratégie, un contrat retraite plus intéressant. Et le coût de cette protection facultative, quand vous êtes en société ou même en tant qu'entrepreneur individuel, va être déductible. Alors, il y a des règles, il y a des plafonds, il y a éventuellement en fonction du périmètre, il y a certaines limites, mais globalement, le principe, c'est de dire que ces cotisations sont déductibles du résultat fiscal de votre entreprise. Elles ne sont pas déductibles du revenu social, donc on paye des cotisations sociales dessus, mais on ne paye pas d'impôt là-dessus. Donc effectivement, ça peut être intéressant en termes d'optimisation également du sujet, c'est-à-dire les 30% que j'économise de cotisations sociales entre les deux régimes, je les repositionne, par contre je me fais mon régime à la carte, donc qui répond beaucoup plus à votre propre problématique. Globalement, les SAS, quand on a cet arbitrage-là, la SAS et donc le régime assimilé salarié, il est intéressant quand on a une personne qui a eu des problèmes de santé, où on sait qu'on risque d'avoir une difficulté à aller chercher une couverture facultative. Et dans ce cas-là, plutôt que de prendre le risque d'avoir une mauvaise couverture et d'avoir un pépin de santé et de mal être couvert, des fois c'est plus prudent de dire je vais être en SAS, certes ça me coûte plus cher, mais je suis rattaché à l'assurance maladie classique salarié, et donc j'ai un cadre de santé qui est sécurisé. Si vous êtes jeune, en bonne santé, voilà, le régime des indépendants est bien, et même s'il a été à un moment donné pas mal critiqué, non, il fonctionne bien, il est tout à fait pertinent et intéressant.
Merci pour ces détails. Également une question concernant les contrats d'assurance chômage complémentaires. Est-ce que, en tant qu'expert comptable, vous les conseillez dès le début de l'activité ou pas? Et est-ce que ça a un intérêt fiscal éventuel? Alors, les contrats d'assurance chômage facultatifs, effectivement, en tant que chef d'entreprise, vous ne pouvez pas bénéficier du chômage. Euh, Est-ce qu'on les conseille? On en parle. C'est quelque chose, effectivement, qui est dans les faits, très peu vu. Euh, Pourquoi? Parce que généralement, dans les premières années d'activité, on a une capacité contributive assez limitée. Et donc, du coup, la première réflexe, c'est de se dire, bah ouais, mais j'ai pas beaucoup d'argent, donc je ne vais pas commencer à mettre ce type de contrat en place. Et par contre, une fois que l'activité démarre, on se dit, bah oui, tout va bien, j'ai pas de risque, donc je ne vais pas non plus dépenser cet argent-là. Je pense qu'au démarrage d'activité, il y a une prise de risque qui est propre au chef d'entreprise, et effectivement, ça peut être compliqué parce que ça peut vite monter en termes de coûts, ces contrats facultatifs. Par contre, c'est un sujet à rapidement avoir en tête quand l'activité s'installe et que vous voyez qu'elle tourne bien, c'est de dire, c'est pas parce que ça tourne bien qu'on n'est pas à l'abri d'une difficulté. Je n'ai pas besoin de prendre comme exemple la difficulté de l'année 2020. Je pense qu'on a tous en tête la situation de beaucoup de chefs d'entreprise qui se portaient très bien et aujourd'hui on a de réelles inquiétudes sur leur devenir avec aucune possibilité de basculer derrière puisqu'effectivement on n'a pas ouvert au Pôle emploi. Donc, avoir en tête au démarrage, c'est peut-être pas la première dépense qu'on va faire. Vaut mieux aller chercher déjà la mutuelle, l'indemnité journalière dans les premiers temps. Généralement, si ça a été bien travaillé, il y a peut-être un régime Pôle emploi qui est peut-être existant derrière avec une indemnité. Mais par contre, c'est à l'avoir en tête et quand l'activité se développe, ouais, c'est bien de sécuriser, quoi. Merci pour votre réponse. Également une question, mais cette fois-ci en lien avec l'impôt sur les sociétés. Donc, puisqu'on a évoqué le mode de calcul et la prise en compte du bénéfice, alors comment ça se passe pour la première année d'activité, vu qu'on démarre seulement l'activité? Alors, effectivement, la première année d'activité, je suis passé rapidement, effectivement, moi, je vais revenir juste sur le principe du paiement de l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur les sociétés, on le paye en 5 fois. On a 4 acomptes dans une année, 15 mars, 15 juin, 15 septembre, 15 décembre. Cet acompte est calculé sur la base de l'année précédente. Et une fois par an, une fois qu'on a arrêté le résultat fiscal, on regarde quel était le montant définitif qu'on devait payer au titre de l'impôt, on déduit les 4 acomptes et on a le solde à payer. Et ce solde-là, bah, si on est sur une clôture au 31 décembre, on a la déclaration autour du 15 mai. Autrement, c'est dans les 3 mois qui suivent. La première année, effectivement, on n'a pas de base de calcul. Donc, les 4 premiers acomptes, ils vont être à 0. Et on va payer l'intégralité de l'impôt sur les sociétés au moment où on va faire notre bilan. Donc, c'est-à-dire que si j'attaque mon activité au 1er janvier 2021, je ne paye pas d'impôt sur les sociétés jusqu'au 15 mai 2022. Et le 15 mai 2022, je vais payer l'intégralité de mon IS au titre de 2021. Et à ce moment-là, on va recalculer les acomptes pour la suite. Donc, au 15 juin, je vais à nouveau payer un acompte calculé qui sera du coup non seulement un quart de l'IS que j'ai payé le 15 mai, mais en plus un quart supplémentaire puisqu'on va réintégrer l'acompte du 15 mars qui n'avait pas été payé. Donc dit autrement, vous allez payer en l'espace de 2 mois l'équivalent d'un an et demi d'impôt sur les sociétés. Donc il y a un vrai risque et c'est extrêmement important que vous ayez un pilotage très précis de votre trésorerie tout au long de votre première année d'activité pour savoir à un moment donné, quand j'ai 20 000 € en banque, c'est qu'est-ce que j'ai réellement en banque, qu'est-ce qui relève d'argent, de valeur ajoutée de ce que j'ai gagné, de marge, et qu'est-ce qui relève de ce que je dois payer en termes d'impôt sur les sociétés, qu'est-ce que je dois payer en termes de cotisation sociale. Donc là, on ne peut pas faire grand-chose, on ne peut pas payer, ou très peu payer, puisqu'il n'y a pas forcément d'intérêt à anticiper le paiement des acomptes. Mais par contre, c'est de vraiment suivre votre trésorerie et de savoir réellement, en termes de trésor, qu'est-ce que vous avez. Un certain nombre de banques proposent des comptes d'excédent professionnel pour mettre un peu d'argent de côté. Ça peut être pas mal de dire cet argent-là, je le bloque, j'ai mes repères, je bloque un peu d'argent de côté. Et comme ça, le jour où j'aurai le gros chèque à faire, ben, l'argent il sera là. On entend beaucoup parler aujourd'hui des dividendes, de l'intérêt de se verser des dividendes, de l'impact fiscal, social. Quels conseils vous donnez, vous, en général, à vos clients sur la stratégie à avoir sur le versement de dividendes, notamment sur peut-être les 5 premières années de l'activité? Alors, déjà en termes de conseils, la première chose, c'est bien comprendre que le dividende ne génère aucun droit futur. Autant quand vous avez une rémunération, bah, ça génère des revenus différés qui sont la retraite. Le dividende, vous allez payer un impôt dessus, la cotisation ou pas en fonction du régime où vous serez, mais par contre, à aucun moment, ça va générer des droits supplémentaires. Donc, généralement, dans les premières activités, pour cette première raison, le dividende, ce n'est pas forcément une solution qu'on préconise.
premier point. Puis deuxième point, dans les premières années d'activité, on a besoin de deux choses, de rembourser les dettes qu'on a pu contracter. Donc la trésorerie, elle doit être principalement orientée vers ça. Et puis de consolider les réserves de trésorerie pour pouvoir créer un fonds de trésorerie, parce qu'on a un besoin en fonds de roulement permanent, un fonds de roulement permanent dans la structure. Donc la stratégie, elle est plutôt de dire au démarrage, on priorise déjà une rémunération pour avoir un repère financier traditionnel, on a notre rémunération de base. On priorise la sécurisation de la trésorerie, donc on s'assure, d'avoir un fonds de trésorerie un peu permanent qu'on alimente chaque année, qu'il me reste suffisamment de trésorerie pour couvrir l'emprunt à venir. Et le dividende, il vient vraiment en bonus si on a très bien travaillé. Ça, c'est la stratégie pour la plupart des cas. Après, effectivement, si j'ai un chef d'entreprise qui a 50-55 ans, qui a fait sa carrière, qui a déjà un patrimoine, qui a déjà bien préparé sa retraite, il n'y a peut-être pas une grande utilité à aller chercher une stratégie de rémunération importante. Il faut valider les 4 trimestres de retraite, donc mettre un niveau de rémunération. Et là, dans ce cas-là, plutôt privilégier du dividende. Mais là, on sera généralement plutôt déjà en SAS. Donc voilà, c'est à prendre au cas par cas, mais dans les premières années, gardez en tête que votre société, elle a besoin d'être musclée en réserve et en trésorerie. Alors Benoît, pour conclure, puisqu'on a quand même pas mal d'internautes qui sont un peu inquiets sur ces questions de fiscalité qui sont quand même assez techniques et qu'il n'est pas forcément évident d'appréhender quand on est le cadre d'un projet de création ou de reprise d'entreprise. Quels conseils pouvez-vous leur donner sur la démarche à avoir dans l'étude de leur projet et dans ce choix fiscal et social ? Je vais prêcher pour ma paroisse. C'est important dans un projet, effectivement, d'aller, quand vous structurez votre projet, d'aller rapidement prendre attache avec un expert comptable. On voit beaucoup de dossiers, beaucoup de clients qui arrivent quand globalement ils ont à peu près écrit le projet, les statuts sont faits et tout est écrit. Et donc si ça a été mal appréhendé, généralement c'est trop tard. Et donc il va falloir qu'on mette du pansement dessus. L'expert comptable, il est là pour vous accompagner tôt dans la démarche, donc prenez rapidement attache avec un cabinet comptable. On est là en appui, en soutien du travail qui peut être fait par la CCI, par la Chambre des métiers pour vous accompagner dans vos projets. Merci Benoît, je pense que c'est vraiment le message à faire passer. Faites-vous accompagner et surtout n'hésitez pas à vous retourner vers les professionnels qui sont là pour vous accompagner sur des questions techniques comme la fiscalité. Benoît, je vais peut-être vous laisser dire un mot pour conclure. Alors, merci déjà pour votre attention. Pour conclure rapidement, effectivement, on est sur des choix stratégiques. Vous avez bien compris que il ne faut jamais prendre l'imposition comme un premier sujet. Souvent, on voit des clients arriver en nous disant « moi, je vais créer une société, un impôt sur les sociétés ». Ok, mais quelle est votre activité, quel est votre modèle économique? Le sujet, vous devez toujours le prendre par là. Ça ne sert à rien de s'interroger sur votre forme juridique, votre forme fiscale, tant que vous n'avez pas un modèle économique qui est viable. Par contre, quand votre modèle économique, vous l'avez bien écrit, à l'inverse, n'occultez pas ce sujet-là. Le petit cas que je vous ai mis montre qu'il y a rapidement des différences. Et effectivement, il ne faudrait pas que pour une raison d'une fiscalité mal optimisée, votre projet, qui était tout à fait viable sur un plan économique, se retrouve confronté à des difficultés. Donc réellement, dans l'ordre des choses, c'est insérer rapidement et surtout prendre attache avec des conseils avant d'aller trop loin dans la finalisation et la concrétisation de votre projet. Merci Benoît. Bien, écoutez, on a terminé pour cette matinée. Merci à tous les participants. Donc c'est l'heure de la pause. On vous retrouve à partir de 13h30 pour un atelier qui va avoir comme sujet le business plan. 60 minutes pour tout comprendre et convaincre. Bon appétit à tous et à tout à l'heure.